La commission dialogue et réconciliation à l'école du Centre pour le dialogue humanitaire, c'est à la faveur d'une journée d'échange. Objectif: doter les membres de la CDR de connaissances des techniques leur permettant d'accomplir leur mission de réconciliation. Cette radio de la ville de Gao, mobilisée pour produire et diffuser des programmes radiophoniques sur les violences faites aux femmes et aux filles, ceci en vue d'impliquer le maximum de personnes à lutter efficacement contre ce phénomène. Faire vibrer la fibre patriotique par le 7e art, c'est possible et c'est l'objectif affiché du Centre national de cinématographie du Mali en projetant le film Mon pays, un court-métrage qui est un appel à l'unité nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur votre télévision nationale. Ils étaient 5 responsables de partis politiques à être reçus par le président de la République par intérim, toujours dans le cadre de ces consultations avec la classe politique autour de l'accord préliminaire de Ouagadougou et l'organisation de la présidentielle. Parmi ces 5 responsables, 4 se réjouissent de l'obtention de cet accord, nous dit Mamari Kone. Comment organiser des élections crédibles, transparentes et apaisées, et quelle appropriation peut-on faire de l'accord préliminaire de Ouagadougou? C'est autour de ces 2 interrogations que le président de la République par intérim a rencontré 5 formations politiques. Il s'agit de la Convention social-démocrate, du Mouvement pour la démocratie et le développement des forces alternatives pour le renouveau Ankaouli, de la Convention nationale pour une Afrique solidaire Sénas Fassohere et du M+ Ramata. Les responsables de ces formations politiques apprécient la démarche du professeur Diongounda Traoré. La signature de cet accord préliminaire favorise la mise en place d'institutions démocratiques. Pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait un pays. Il faut d'abord parler de l'existence du Mali. Ça, d'abord, les accords nous donnent la chance d'aller vers l'amélioration de toutes les conditions institutionnelles. Ça, c'est déjà un premier départ que nous avons accepté. Le deuxième point, c'est les élections. Nous avons dit qu'il faut aller vers la normalité. Il n'y a pas de normalité sans institution légitime. Et le point de départ, c'est l'élection présidentielle. Il faut qu'on s'y engage tous. La Sénat Fassohere a eu à donner son point de vue sur les points d'ombre qui sont contenus dans l'accord. Et ça a été des débats fructueux et vraiment intéressants. Le président a donné ses réponses. Nous laissons le temps juger cette affaire et nous prions pour que le Mali puisse construire une démocratie qui soit assez solide pour l'avenir. Selon le président du M+ Ramata, il faut à présent veiller sur sa mise en œuvre. Au nom de mon parti, le M+ Ramata ainsi que des PUR, les Partis unis pour la République, nous avons dit à M. le Président que pour la paix, ça valait la peine de signer ces accords préliminaires. Par contre, il faut les encadrer, ces accords, et puis veiller à leur exécution tout en les suivant. Et pour les élections, ne pas avoir la timidité de se concerter au cas où des difficultés nous empêchaient de les organiser le 28. Aux forces alternatives pour le renouveau phare Ankaouli, après avoir obtenu cet accord, l'heure doit être à la mobilisation pour la réussite de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. Il nous a dit que c'est des accords préliminaires. Il a insisté sur le caractère préliminaire. Et aujourd'hui, nous saluons que l'intégrité territoriale de notre pays a été acquis, donc a été recouvrée. Ça, c'est quelque chose de bien. Et par rapport aux élections, c'est ce que nous avons dit au président de la République. Nous souhaitons qu'il y ait des élections transparentes et crédibles. Pour la réussite de l'élection présidentielle et la vulgarisation du contenu de l'accord de Ouagadougou, un accent particulier doit être mis sur la communication. Il faut que le contenu de l'accord Ouaga soit informé et diffusé à toutes les langues nationales. C'est ça que j'ai dit au président de la République. Par rapport aux élections, j'ai dit au président de la République de laisser les partis politiques, de médiatiser ça au niveau de la télé pour que les militants et les sympathisants puissent sortir
pour faire des réclamations auprès des commissions administratives par rapport au quartier Ndéna. Au sortir de cette audience, une seule préoccupation était lisible sur tous les visages. Comment faire sortir notre pays des difficultés qu'il traverse actuellement? Le Premier ministre Django Sissoko lui a accordé cet après-midi une audience au chef d'état-major des armées françaises. L'amiral Édouard Guillot est venu faire au chef du gouvernement le point de sa visite au Mali. Il a conduit à Gao, en 7e région. Sur place, l'amiral Guillot a rencontré les forces françaises, tchadiennes et maliennes déployées sur le terrain. Au micro de Bourama Traoré, le chef d'état-major des armées françaises revient sur le triple objectif de cette visite dans notre pays. Nous l'écoutons. Je suis venu faire 3 choses, voir bien sûr les forces françaises, celles de Gao, celles qui sont basées à Gao, mais aussi travailler avec mon ami le général Djembélé, le chef d'état-major général des armées maliennes, et voir également nos camarades tchadiens et nigériens. Et puis j'ai profité de cette visite au Mali, courte visite, trop courte, pour également solliciter une audience auprès du ministre de la Défense, M. Camara, et auprès du Premier ministre. Avec les forces maliennes, les choses se passent bien. Comme vous le savez, nous travaillons étroitement. Nous coopérons de façon extrêmement efficace dans le nord du Mali. Nous sommes autour de Ménaka avec les forces maliennes. Nous sommes autour de Gao et dans Gao avec les forces maliennes. Nous sommes jusqu'à Anéfis avec les forces maliennes. Donc c'est extrêmement facile de travailler avec eux. Et à noter cette passation de service entre le ministre sortant du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, Mamadou Namori Traoré, et le ministre entrant, Demba Traoré. La passation de service a eu lieu cet après-midi au ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Les deux ministres se sont mutuellement souhaité bonne chance dans leurs nouvelles fonctions. Et cet autre communiqué à l'invitation de Tchema Iber Koulibaly, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, le docteur Sultan bin Ahmed Al-Jaber, ministre d'État des Émirats arabes unis chargé de la coopération internationale et PDG de Masdar, effectuera du mercredi 26 au jeudi 27 juin 2013 une visite d'amitié et de travail au Mali. Direction Koulouba, où logent les bureaux de la commission Dialogue et Réconciliation. Son président a reçu en audience l'ambassadeur de Turquie au Mali. Entre les deux personnalités, il a été question de coopération bilatérale. L'ambassadeur de Turquie au Mali, à sa sortie d'audience, est au micro de Agibou Koulibaly. C'était une visite de courtoisie à la commission Dialogue et Réconciliation, qui est une institution très importante pour le Mali. Pendant la crise, après la crise, la commission va jouer un important rôle au Mali avec une réconciliation au Mali. Avec cette visite, nous allons montrer notre soutien aux travaux de la Commission, mais aussi à la crise du Mali. Comme toujours c'était le cas, la Turquie va continuer à apporter son soutien dans tous les domaines au peuple et à l'administration malienne en cadre de la coopération bilatérale, mais aussi au niveau international. Le Mali est un pays pour la Turquie, un pays frère avec qui on a eu des liens historiques et culturels.
Restons à la commission dialogue et réconciliation avec cette journée d'échange. C'était entre la commission et le Centre pour le dialogue humanitaire. L'objectif est de doter ses membres de connaissances et de techniques leur permettant d'accomplir leur mission de réconciliation. Le reportage de Aïssata Ibrahim Maïga. Donner la parole aux acteurs concernés pour envisager des préalables à la restauration du dialogue communautaire sur toute l'étendue du territoire national, c'est l'objectif visé par le Centre pour le dialogue humanitaire. Pour ce faire, il a initié une journée d'échange d'expériences avec la commission dialogue et réconciliation. On a trouvé essentiel pour les uns ou pour les autres, côté commission et côté Centre pour le dialogue humanitaire, qu'on puisse avoir présenté le travail qui a été fait depuis un an pour nourrir les échanges, parler de méthodologie, réfléchir à comment la commission et nous-mêmes on peut participer à aider la commission à mener ce travail de réconciliation, mais surtout de dialogue, parce qu'on est énormément dans cette phase du dialogue pour l'instant. Ce soutien au dialogue et à la réconciliation est salué par les commissaires. La rencontre d'aujourd'hui a cette particularité qu'il s'agit des opérations qui ont été menées sur le territoire malien, plus précisément dans le nord, avec ce que moi je considère comme des séances d'écoute, de dialogue direct, sans interférence extérieure. Ce centre, qui existe depuis plus de 10 ans, est une ONG financée par le Danemark et il œuvre pour la facilitation du dialogue dans les pays en conflit, un partenaire technique expérimenté pour l'atteinte des objectifs de la Commission Dialogue et Réconciliation. Le gouverneur du district de Bamako convie en réunion le mercredi 26 juin 2013 à partir de 10h dans la salle de conférence du gouvernorat. Les représentants de la société civile, les coordinateurs des chefs des quartiers, les chefs de quartier, les responsables du RECOTRAD, les responsables des associations des femmes et du conseil des jeunes du district de Bamako. L'ordre du jour portera essentiellement sur les échanges relatifs aux préparatifs des élections et le lancement des opérations de distribution des cartes Nina dans le district de Bamako. Et les derniers lots de cartes Nina sont arrivés ce matin au bureau des douanes à Faladje. Cet arrivage complète le nombre attendu. À noter qu'à ce jour, les autres matériels tels les urnes et les isoloirs sont tous disponibles. Mahamadou Doumbia, les détails. Les reliquats des cartes Nina sont arrivés à Bamako, réceptionnés devant les forces de l'ordre par un représentant du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire et un représentant de la CENI. Ces lots complètent les cartes déjà reçues à 6 877 449 cartes Nina. Cette livraison concerne les localités de Ségou, Koulikoro et Bamako. Ça veut dire que nous avons la totalité des cartes Nina. Ces cartes ont été confectionnées suivant un fichier remis par la DGE qui comporte l'ensemble des électeurs potentiels et environ 6 877 449 électeurs. Et les cartes ont coûté 8 514 720 000 francs CFA, entièrement financés par le budget national. En plus des cartes Nina, l'ensemble des autres matériels tels les urnes et les isoloirs sont fin prêts. Nous, au niveau de la série, nous sommes satisfaits. Nous avons effectué une mission de supervision déjà à Lyon au moment de la production des cartes Nina. Nous venons de superviser également la réception du dernier lot des cartes Nina. Ce qu'il y a maintenant, il s'agit de faire une mobilisation et pour cela, les partis politiques, le citoyen, la société civile, l'administration, tout le monde doit y mettre du sien pour que les cartes soient retirées. Et toujours avec le gouverneur du district de Bamako qui convie en réunion le jeudi 27 juin 2013
À partir de 10h, dans la salle de conférence du gouvernorat, les représentants des partis politiques du district de Bamako et l'ordre du jour portera essentiellement sur les échanges relatifs aux préparatifs des élections et le lancement des opérations de distribution des cartes Nina dans le district de Bamako. Lancement en arabe par l'ONG Association de formation et d'appui au développement AFAD, le PNUD du projet de processus électoral. Le but est d'outiller les leaders locaux pour un vote massif et sans contestation. La correspondance de Seydou Traoré. À travers le projet d'appui au processus électoral, l'ONG Association de formation et d'appui au développement AFAD et le PNUD entendent jouer leur partition pour un vote massif et sans contestation. Il s'agit ici de mieux outiller les acteurs politiques, associations de jeunes et femmes de cette commune du cercle du Nara sur les notions comme les fondements juridiques des élections, les conditions requises pour être électeur ou élu, les instruments du vote, les procédures d'enlèvement de la carte Nina et les mécanismes de la contestation ou acceptation des résultats du vote. Nous visons vraiment des élections crédibles, transparentes et apaisées. La seule contribution utile actuellement au niveau du Mali, c'est de contribuer pour une réussite de ces élections-là. En Nara, les principes de vote, la mission des observateurs ou encore le rôle de la femme dans le processus de la gouvernance sont désormais des notions bien maîtrisées par la quarantaine de participants. Ils ont appris beaucoup de choses. Et ce qu'ils ont appris, ça va vraiment apporter un souffle nouveau aux élections au Mali. Ça va encore apaiser les populations. Nous sommes tous mobilisés pour quand même avoir un vote massif en juillet 2013. Au cours de la cérémonie, les autorités administratives ont rassuré les populations de Ouagadougou et les partenaires de la grande sécurité qui règne dans le cercle du Nara. Et nous avons sous tout message du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui a l'honneur d'inviter les chefs des partis politiques et les présidents des organisations de la société civile à un échange d'informations sur le processus électoral le jeudi 27 juin 2013 à 10h dans la salle de banquet du Centre international de conférence de Bamako. La Fédération des associations féminines de Kati a procédé au lancement officiel de ses activités de sensibilisation et de mobilisation. C'était en présence d'une foule de femmes acquises déjà à la cause, c'est-à-dire la réussite des prochaines échéances. Abdraman Maïga. Avec plus de 51% de la population active, les femmes n'atteignent pas encore les 30% dans les instances de prise de décision. Cette situation interpelle toutes les couches socio-professionnelles de notre pays et plus spécifiquement les femmes victimes de cette situation anormale. Voilà toute l'importance de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation de la Fédération des associations féminines du Cercle de Kati. Créée le 15 juillet 2012 avec 36 associations, la Fédération des femmes de Kati ambitionne de se lancer dans une vaste campagne de sensibilisation de leurs concerts afin qu'elles se mobilisent pour retirer leur carte d'électeur pour voter en faveur du changement. Pour la présidente de cette fédération, Mme Diakité Mariam Koulibaly, la cloche a sonné et le moment est arrivé pour que toutes les associations de femmes se donnent désormais la main pour lutter et aboutir au progrès, celui d'améliorer la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Cette initiative de la Fédération des associations féminines de Kati est le point de départ d'une profonde mutation selon les autorités politiques ou administratives du Cercle de Kati. Des autorités qui, après avoir salué l'engagement de ces femmes, les ont invitées à s'investir davantage pour matérialiser cette aspiration au changement. Une ambition dont la concrétisation passe forcément, selon le premier adjoint au préfet du Cercle de Kati, par 3 points. Le renforcement des capacités des membres de la fédération et le bon positionnement des femmes sur les listes des partis politiques, le tout soutenu par une forte cohésion entre elles d'abord. Fin cet après-midi de la conférence débat sur l'architecture de sécurité pour le Mali. Parmi les recommandations formulées, l'élaboration d'une politique de défense et de sécurité au Mali et aussi la réforme du secteur de sécurité.
Mohamed Diarra, les précisions. Quelle nouvelle architecture de sécurité pour le Mali? Une question lancinante et transversale qui réunit l'ensemble des différents acteurs à l'école de maintien de la paix. Le but des initiateurs est d'asseoir les balises d'un nouveau Mali démocratique avec des institutions fortes. Une architecture pour un pays, elle sert, disons, à sécuriser l'ensemble du pays, l'ensemble de ses intérêts également, internes et externes. Une architecture de sécurité, ça sert aussi de parade contre les facteurs d'insécurité et de criminalité qui prolifèrent aujourd'hui dans le monde et en particulier dans la bande sahélo-saharienne à laquelle nous appartenons. La discussion sur la future architecture de sécurité pour le Mali va au-delà de la réforme des forces armées et de sécurité, estime la représentante de la Fondation Friedrich Ebert. L'idée de la conférence est d'inviter les acteurs de la sécurité à une redistribution et un partage des rôles sur toute la chaîne de commandement. La politique de sécurité est très importante dans la vie de la nation. Dans un système démocratique qui fonctionne, la politique de sécurité devra être soumise au contrôle démocratique, car la sécurité est l'affaire de tous. C'est pourquoi, dans la perspective d'une réforme de l'architecture de sécurité, il est important d'identifier le rôle des différents acteurs et s'assurer que chaque acteur contribue effectivement au respect et la mise en œuvre des dispositions sécuritaires élaborées par l'État. La tenue de cette conférence répond à un besoin exprimé par les autorités maliennes lors des États généraux sur la sécurité et la paix en 2005. Il est donc urgent de réfléchir à la nouvelle architecture de sécurité qu'il faut pour le pays. Cette conférence, honnêtement organisée par la Frédéric Ebert Stiftung et le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, vient donc à point nommé. Pendant 2 jours, des experts de haut niveau, militaires et civils, vont exposer sur ce thème et apporter des éclairages qui seront utiles pour la gestion future de la sécurité au Mali. 5 thèmes seront débattus pendant les 2 jours. Les acteurs vont faire l'état des lieux de la sécurité au Mali, la politique de la défense au Mali, le rôle des parlementaires et de la société civile dans la gouvernance de la sécurité et de la paix au Mali. Voilà, c'était plutôt l'ouverture de cette conférence débat sur l'architecture de sécurité pour le Mali. Et je vous invite à présent à suivre l'élément sur la clôture. 48 heures de débat avec comme résultat une panoplie de suggestions et de recommandations devant servir de pilier pour la reconstruction d'un Mali nouveau. Des recommandations parmi lesquelles l'élaboration d'une politique de défense et de sécurité au Mali, le renforcement de la coopération sur-régionale dans la lutte contre le terrorisme. Il est apparu nécessaire maintenant de faire en sorte que nous ayons une politique formelle de défense et de sécurité pour que cet aspect de la nation soit véritablement pris en compte. Nous avons fait également le constat de la faiblesse de nos forces, faiblesse en matière de moyens humains, de moyens matériels. 6 communications ont retenu l'attention au cours de cette conférence et désormais la responsabilité de chaque acteur est définie. Les débats ont permis de montrer une charpente. Cette charpente qui va associer les différents éléments qui concourent à la sécurité dans un pays. Quand on voit sécurité, on pense aux forces armées de sécurité. Non, il faut l'exécutif, il faut le législatif, et dans l'exécutif, il y a l'armée, il faut le législatif, il faut la société civile, il faut les médias. Après 2 jours d'échanges et de débats, les participants sont parvenus à tracer l'architecture de sécurité du Mali. Nous sommes les architectes. Maintenant, il s'agit de savoir les matériaux qui vont y être, l'ingénieur qui va surveiller et celui qui va réceptionner l'édifice et ou le faire fonctionner ultérieurement soit bien au fait
des questions. L'architecture de sécurité pour le Mali ainsi tracée sera soumise dans les jours à venir à l'appréciation des décideurs pour validation. Mais déjà, on peut dire qu'un pas important est tout de même franchi. Le mal diagnostiqué, une thérapie de choc devra suivre pour un Mali de paix et de stabilité. Le partenariat entre la République populaire de Chine et la Maison de la Presse se renforce, ceci par la remise de matériel informatique par l'ambassadeur de Chine à la Maison de la Presse. Selon Makan Kone, président de la Maison de la Presse, ce matériel va contribuer à renforcer les capacités de sa structure, notamment en cette période électorale. Voilà. Makan Kone, le président de la Maison de la Presse. Remise de matériel informatique par l'ambassadeur de Chine à la Maison de la Presse. C'était aujourd'hui. Demain, 26 juin, la journée internationale de lutte contre la drogue. Le thème retenu est faire de la distance le message du ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, général Tchefin Konaté, à l'endroit des jeunes. On l'écoute des propos recueillis par Batraori. Au regard de la jeunesse de sa population, environ 47%, le thème de la journée 2013 représente un intérêt certain pour le Mali. C'est pourquoi, conscient des risques élevés liés à l'abus des substances psychoactives et de la nécessité de prévention, le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, à travers l'Office central des stupéfiants, a, en marge du thème mondial, choisi comme thème national les nouvelles substances psychoactives. Importance de la prévention contre l'abus et le trafic. Ce choix n'est pas fortuit. Il est consécutif au phénomène grandissant de la toxicomanie chez les jeunes. Aussi, est-il bon de rappeler qu'au titre de l'année 2012, plus de 2800 kg de stupéfiants ont été saisis par les services chargés de la lutte contre la drogue. Ces opérations de contrôle doivent être renforcées pour réduire davantage la circulation des stupéfiants dans notre pays. En cette journée solennelle, j'invite donc chaque Malienne et chaque Malien à faire sien ce combat en permanence, car je demeure convaincu que l'implication de tous dans la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue constitue le meilleur gage de réussite. À présent, dans les champs, avec le ministre de l'Agriculture qui était ce week-end en zone officerie Mopti Nord, Baba Berté a visité les aménagements, rencontré les producteurs et responsables. Il a exprimé tout le soutien du gouvernement tout en soulignant les objectifs de la campagne agricole 2013-2014. Jules Sambou Sissoko, correspondance. Le ministre de l'Agriculture, Baba Berté, s'est rendu dans la zone officerie Mopti Nord, où il a visité le dépôt transitoire des matériels et équipements agricoles du projet indien Angélique International et la ferme moderne indienne d'une superficie de 600 hectares. Cette ferme sera aménagée et mise à la disposition de l'ORM. Ici, la production commencera en 2014-2015. Le ministre Berté a également rencontré les producteurs et les responsables de la zone ORM Nord. L'adresse des producteurs. 1. L'État leur apportera son soutien. Le premier élément de ce soutien, c'est les aménagements. L'État leur apportera son soutien à travers la subvention et à l'agriculture. Il faut qu'ils soient vigilants par rapport aux spéculateurs, que eux ne soient pas les acteurs, que eux ne soient pas des complices. La deuxième chose, c'est le paiement de la redevance eau. La rizerie indienne 6 assez variée a reçu la visite du ministre de l'Agriculture. D'un coût de 645 millions de francs CFA, la rizerie a une capacité de décortiquage de 3 tonnes par heure. Une rizerie qui fait un décortiquage propre. Et bon, mais qui n'est pas totalement achevé parce que ce qui reste à faire, c'est d'abord les voies d'accès.
c'est sur un site inondable. Il faut remblayer et ensuite il y a le mur de clôture pour sécuriser. Les exploitants des aménagements du PADER transférés à l'ORM dans la localité de Saint-Cé ont accueilli le ministre de l'Agriculture et sa délégation dans une atmosphère conviviale, suivie d'échanges directs, francs et explicites sur les objectifs de la campagne agricole 2013-2014. Toujours dans la même région, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali à Mopti et à Djenné, Bakary Togola, a visité des structures financées par le Danemark dans le cadre du programme d'appui au secteur agricole au Mali, PASSAM, un programme qui prend fin en décembre 2013. Retrouvons Jules Sambou-Sissoko. Cette visite du président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali a commencé par le futur siège de la chambre régionale d'agriculture de Mopti, sise à Sévaré. Bâti sur une superficie d'1 hectare, l'infrastructure et ses annexes ont coûté 230 millions de francs CFA, financés par le Danemark dans le cadre du PASAM. Le président de l'APECAM a ensuite rencontré les responsables de plusieurs services techniques et organisations de Mopti. Au centre des échanges, leurs préoccupations, notamment la subvention des intrants au titre de la campagne agricole 2013. Je remercie l'État avec tous ces efforts-là qu'il a fait. Parce que pour moi, 35 milliards, je l'ai dit, ce n'est pas insuffisant. Il faut que les choses fassent dans les normes seulement. Que les producteurs prennent leurs engagements, les représentants des fournisseurs prennent leurs engagements. Et l'encadrement technique qui donne la caution, je pense qu'avec 35 milliards, ça va suivre la campagne. À Djenné, le président Togola a visité le siège de la délégation locale de la Chambre d'agriculture et le centre de collecte et de traitement de lait, tous financés via PASAM. La deuxième structure a coûté 120 millions de francs CFA aux partenaires danois et 4,7 millions aux bénéficiaires. Le PASAM, c'est un projet qui est venu aider le Mali. Ils ont fait beaucoup de choses pour le monde rural, mais il y a des équipements qui manquent. Il y a des sièges qui ont été construits sur un terrain. Il faut les remplir. Le président de l'APECAM a rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives djennéenké. Autre grand titre de ce journal, la Direction nationale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant et les radios de proximité de Gao s'associent pour lutter contre les violences basées sur le genre. Les 7 radios de la ville de Gao vont produire et diffuser des programmes radiophoniques sur les violences faites aux femmes et aux filles en vue d'impliquer le maximum de personnes à la lutte contre ce phénomène. Les précisions avec notre correspondant sur place, Daouda Zoumana Traoui. Ce contrat de prestation de services concerne les 7 radios de proximité de la ville de Gao. Sous la houlette de la coordination, ces radios privées vont produire et diffuser des micro-programmes et d'autres genres radiophoniques afin d'attirer l'attention de la population sur les violences basées sur le genre. L'objectif de cette activité est d'informer et de sensibiliser de façon générale le grand public et de façon particulière les femmes et les filles qui sont les plus vulnérables et les plus touchées, surtout pendant les crises. Ces violences constituent une menace pour le bien-être de la population et un frein au développement économique, social et psychologique. Le choix de Gao pour l'exécution de ce projet ne peut qu'aider les pouvoirs publics à mieux prendre en charge les victimes des violences faites aux femmes et aux filles, surtout au moment de l'occupation. L'apport des radios est du coup primordial. À ces radios, je vais les demander de tout mettre en œuvre pour pouvoir bien exploiter l'accord au seul bénéfice effectivement de la population de Gao. Encore une fois de plus, c'est la meilleure manière, en tout cas, de donner le message, et le message qui sera fortement perçu. Cette campagne de médiatisation des violences basées sur le genre qui dure 1 mois est l'initiative du ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant et de l'ONU Femmes. Et à présent, ce chiffre, 108 milliards de dollars US, soit environ 54 000 milliards de francs CFA, c'est le montant qui sera mobilisé
par les États de la CEDEAO pour renforcer le réseau routier et aéroportière de l'espace. C'est l'une des principales conclusions du 70e Conseil des ministres de l'organisation tenu les 20 et 21 juin à Abidjan. Boubacar Sissoko. Les travaux de ce 70e Conseil ordinaire des ministres de la CEDEAO ont examiné tous les aspects qui concourent au renforcement de l'intégration sous-régionale. Un accent particulier a été mis sur la circulation des personnes et des biens. Nous sommes engagés à mobiliser 108 milliards de dollars américains pour développer certains corridors en matière de réalisation de routes, de transport aérien. À l'issue des travaux du Conseil, les ministres ont salué la signature de l'accord à Ouagadougou entre le Mali et les groupes armés du nord du Mali. En ce qui concerne le Mali, nous avons adopté un communiqué consécutif à la signature de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix pour le Mali, pour nous réjouir de cette avancée considérable dans le processus de sortie de crise enclenché depuis très longtemps. Au chapitre des questions institutionnelles et structurelles, le Conseil des ministres a élargi la commission de la CEDEAO à 15 membres. Ce Conseil est la volonté des États membres à consolider la construction d'une communauté forte et prospère. Vendre mieux la destination Mali tout en incitant les partenaires orfèvres et cotonniers à investir également dans notre pays, c'est l'objectif de l'Association malienne des municipalités du Mali. Elle vient d'organiser une conférence de presse afin d'informer les membres du secteur des mines, du coton et de l'artisanat. Une rencontre qui se situe dans le cadre de la tenue très prochaine des Assises des Yvelines sur la coopération décentralisée dans notre pays est l'invité d'honneur. Fatoumata Kone, reportage. Le coton, l'or, l'artisanat sont des créneaux qui renforcent l'économie malienne. Malheureusement, les événements survenus ont secoué ces secteurs. Il est nécessaire d'inciter les partenaires à un retour stratégique vers ces secteurs clés. Pour y parvenir, les autorités administratives et communales vont défendre l'or blanc, le métal jaune et l'artisanat malien. C'est à la faveur des assises de la coopération décentralisée des Yvelines en France, 5e édition. Ces mines créent plus de 10 000 emplois, bon an mal an non-stop. Et en 2012, on a eu à peu près 250 milliards, soit 500 millions de dollars que les mines ont apporté à l'État malien. Et malgré ces événements, l'activité minière ne s'est pas arrêtée un moment. On a même augmenté notre chiffre d'affaires de à 15%. Quand la production de 449 000 tonnes a engendré une masse d'argent injectée de 115 milliards au niveau des producteurs, ça veut dire que vraiment, ils ont eu de l'argent. Cette année, on a fait 1 773 000 tonnes de céréales, et qui dégage un excédent de plus de 643 000 tonnes. Comme acquis de la coopération entre Yvelines et le Mali, c'est la signature de près de 10 accords. La coopération a permis également de financer des projets axés sur l'agriculture, l'éducation, entre autres, d'une valeur de près de 975 millions de francs CFA. Ces projets concernent les cercles de Kadiolo, Kolokani, Niena et quelques communes du district de Bamako. Les assises de la coopération décentralisée entre la France et le Mali se tiendront en octobre à Marline-le-Roi. Et invité d'honneur de cette rencontre. Des jeunes des 6 communes du district de Bamako étaient en conclave ce week-end. C'était pour échanger sur la problématique de l'emploi des jeunes, une rencontre initiée par l'association Bâtisseurs de la Nation, ABN. Cette jeune association vise à favoriser l'insertion socio-économique des jeunes, nous dit Nuhu Sissoko. L'ABN se focalise sur certaines valeurs qu'elle considère comme indispensables pour être bâtisseur de la nation. Il n'y a pas de distinction entre les jeunes, que vous soyez jeune lettré ou illettré. Nous cherchons tout simplement à vous aider à avoir du travail parce que pour nous, seul le travail anoblit l'être humain. Nous allons être avec vous dans l'association Les Bâtisseurs de la Nation
pour que vous appreniez à être responsable. Vous êtes responsable, vous ne devez avoir de complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Quand vous faites quelque chose, vous le faites en connaissance de cause et vous le faites très bien. L'emploi des jeunes sera au cœur du combat de l'ABN. Pour ce faire, des initiatives sont déjà en cours. Il y a les entrepreneurs maliens, il y a ce qu'on appelle les investisseurs étrangers. Nous allons initier à leur côté, nous allons venir vers eux avec des programmes pour qu'ils nous appuient. Et nos partenaires aussi en Europe, ça va être la même chose. Après le lancement, nous allons prendre contact avec tous ceux-ci pour pouvoir initier du travail. L'ABN se veut une association apolitique. Elle met l'accent sur la formation des ressources humaines de qualité. Cela afin de permettre aux jeunes d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Ouf de soulagement pour les populations de Kalabankoro et de Djikoroni à CI Golf. Le 15e arrondissement vient de démanteler une bande de braqueurs et de voleurs de motos opérant dans cette zone. La bande a été prise en possession de 2 motos Jakarta. Mohamed Ould Mamouni nous en parle. Dernier coup de filet en date des éléments du 15e arrondissement de Bamako, c'est l'arrestation d'une redoutable bande de voleurs de moto Jakarta, composée de Aboubakar Tougoula, de Mamadi Bakayogo, de Adama Djire et de Awa Mariko. Ce groupe est spécialisé dans le braquage de propriétaires d'engins à 2 roues. Nous avons enregistré des plaintes suite à des cas de braquage du fait de certains individus armés. C'est pourquoi notre hiérarchie nous a instruit d'intensifier les opérations de patrouille. Le 17 juin 2013, à partir de 3h30, notre équipe de patrouille a procédé à l'interpellation de ces 4 bandits-là. Ces bandits qui opèrent dans les secteurs de Kalabankoro et de Bako-Djikoroni Golf ont un mode opératoire bien précis. Ils forment des grains au bord de la chaussée. Ils suivent les mouvements des usagers. Après, ils procèdent à leur filature. À des endroits isolés ou non fréquentés, ils procèdent à des braquages avec des armes, souvent de fabrication artisanale, et procèdent à l'enlèvement des engins de leurs victimes. Le démantèlement de cette bande de voleurs est le résultat d'une vaste opération lancée par les éléments du 15e arrondissement de Bamako. Et cette annonce avant de poursuivre ce journal avec un parti politique pour 5000 habitants, le Mali s'affiche comme l'un des pays où la création de partis politiques connaît une véritable inflation, surtout en cette veille de présidentielle. Quelles sont les raisons de ce boom de formation politique et quelle incidence sur les élections futures et sur l'ancrage de la démocratie dans notre pays? La réponse à ces interrogations, c'est dans Présidentielle 2013. Les vrais enjeux, les représentants de certaines entités politiques, un politologue sous la houlette de Boubacar Touré et Youssouf Touré analysent sous tous les angles l'émiettement de l'espace politique au Mali. Retrouvez donc sur la radio nationale ce numéro de Présidentielle, les vrais enjeux, ce mardi 25 juin 2013 à partir de 21h. Un mot de culture et nous vous amenons au centre Joliba qui vient de lancer un nouveau concept dénommé Un livre, un auteur. Ce nouveau concept de critique littéraire a démarré avec l'ouvrage de Noumou Ben Diakité, Mourir pour l'Azalaïa. Nando Dambélé nous explique le procédé. Le nouveau concept qui vient d'être lancé par le Centre culturel Diolwa a pour objet d'améliorer la critique littéraire au Mali et de pousser les jeunes générations à la lecture sur le long terme. Le livre est retenu pour le lancement de l'initiative et Mourir pour l'Azalaï de Noumou Ben Diakité. L'œuvre est une œuvre non seulement d'actualité, mais aussi une œuvre culturelle à grande dimension. Et ça pose des problèmes réels aujourd'hui du Nord, de l'Azawad et de l'Azalaï. Et je pense que le pays a besoin de ce genre de débat. Et le pays manque énormément de débats et on souffre du manque de débat. Il y a une grosse différence entre le mot Azalaï, Azawad et Azawak.
L'Azalaï, c'est le commerce séculaire du sel qui est fait par les caravanes qui quittent Taoudeni, qui descendent avec le sel gemme jusqu'au niveau de la vallée du fleuve. De cette vallée du fleuve, ce sel gemme continue dans les régions sud et en retour, le petit mille remonte. Faisant la chronique d'une rébellion, l'ouvrage est aussi un cri, un appel d'espoir de voir vivre et revivre ensemble avec tendresse et amour les enfants bénis du Nord et du Sud. Culture, toujours, le Centre national de cinématographie du Mali, CNCM, vient de projeter le film Mon pays. Ce nouveau film, un court-métrage, est un appel à l'unité nationale. Cheikh Oumar Sangaré a assisté à la première projection. Son reportage. Un seul doigt ne peut pas prendre un caillou. C'est l'union qui fait donc la force. C'est le message principal de ce court-métrage de 26 minutes qui vient s'ajouter au répertoire de l'industrie cinématographique du Mali. Le moment est bien choisi par le CNCM pour réaliser ce film qui appelle à l'union. L'histoire porte sur une question piège que le maître pose à ses élèves, à savoir prendre un caillou avec un seul doigt. Voilà, c'est ce qui lui sert de prétexte pour introduire et développer l'un des symboles de notre pays, à savoir la devise du Mali, un peuple, un but, une foi. Près d'une soixantaine de comédiens, dont les élèves d'une classe de 6e année de l'école de la paix, ont pris part au tournage de ces documents audiovisuels. Pour le CNCM, il s'agit d'abord d'intensifier la production cinématographique, ensuite cultiver l'esprit de citoyenneté et enfin apprendre aux enfants les béabas du cinéma. Ça me fait plaisir de jouer dans les films. Je suis contente, oui, ça a été facile. On devait prendre une pierre avec un seul doigt. C'est impossible. C'est ce que le maître nous a fait comprendre. La production du film Mon pays a coûté 12 millions, dont une moitié financée par le CNCM et l'autre par Helvetas Mali. Et cette nouvelle sportive, le tirage au sort des demi-finales de la 53e Coupe du Mali de football a été effectué en début de soirée sur le RTM. Samedi, le Djoliba AC rencontre le club olympique de Bamako et le stade malien de Bamako joue dimanche contre le Niana de Koulikoro. Les deux matchs sont prévus au stade Modibo Keïta. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. À suivre donc après le journal télévisé des formations, une présentation de Sira Bachili. Merci de votre constante fidélité à l'ERTM et grand merci à nos téléspectateurs de la Suède. Je vous dis à demain 20h, mais d'ici là, rendez-vous dans les éditions matinales avec Mohamed Touré. Bonne suite de programme et n'hésitez pas à visiter notre site web www.ortm.ml. Bonsoir à tous. Min bɛ se ka su bɛɛ kɛ kuma la sisan. Min bɛ se ka I ka diɲɛlatigɛ jabɔ sisan ka tɛmɛ fɔlɔ kan. A ka di min ye ka I ka gundola kuma fɔ I teri sɛbɛ ye wagati bɛɛ. Min denmuso ka kɔɲɔdon I ka diɲɛlatigɛ don dumanbaw dɔ la kelen ye. Min bɛ se ka I ka magasin kow ɲɛnabɔ don o don ka sɔrɔ I ma jɔyɔrɔ wari sarata la nɛgɛjuru ci fɛ. Min ye garisɛgɛ duman sɔrɔ ka I ka cakɛda la yiriwa ka sanayɛlɛ sɔrɔ. Min tun bɛ ka fɛɛlɛ duman dɔ makɔnɔ walisa ka kuma I mɔdenw fɛ I sago la. Ko yɔrɔ Mali la, Malitɛli bɛ aw kɔ. Aw jo don ka danaya da anw kan, sabu ko duman bɛ ka na. K'a sabu kɛ aw ka kangelentigiya ye, Malitɛli du b'a la ka bonya. Aw ni ce, aw ka danaya la. Malitel, proche de vous.